Denise avait la bouche sèche, les mains froides. Elle bégaya sa demande. Madame Aurélie la regardait de ses grands yeux fixes, sans qu'un pli de son masque d'empereur daignât s'attendrir. « Quel âge avez-vous donc ?»« 20 ans, madame. »« Comment 20 ans? Mais vous n'en paraissez pas 16. » De nouveau, les vendeuses levaient la tête. Denise se hâta d'ajouter « Oh, je suis très forte !» Madame Aurélie haussa ses larges épaules. Puis elle déclara « Mon Dieu, je veux bien vous inscrire. Nous inscrivons tout ce qui se présente. Mademoiselle Prunaire, donnez-moi le registre. » On ne le trouva pas tout de suite. Il devait être entre les mains de l'inspecteur Jouve. Comme la grande Clara allait le chercher, Mouret arriva, toujours suivi de Bourdoncle. Ils achevaient le tour des comptoirs de l'entresol. Et ils finissaient par les confections. Madame Aurélie s'écarta, causa un moment avec eux d'une commande de paletot qu'elle comptait faire chez un des gros entrepreneurs de Paris. Pour des achats importants, elle préférait consulter la direction. Ensuite, Bourdoncle lui conta la nouvelle négligence de son fils Albert, qui parut la désespérer. Cet enfant la tuerait. Au moins le père, s'il n'était pas fort, avait pour lui de la conduite. Toute cette dynastie des Lhomme dont elle était le chef incontesté lui donnait parfois bien du mal. Cependant, Mouret, surpris de retrouver Denise, se pencha pour demander à madame Aurélie ce que cette jeune fille faisait là. Et quand la première eut répondu qu'elle se présentait comme vendeuse, Bourdoncle, avec son dédain de la femme, fut suffoqué de cette prétention. « Allons donc, murmura-t-il, mais c'est une plaisanterie, elle est trop laide. » « Le fait est qu'elle n'a rien de beau, dit Mouret, n'osant la défendre, bien que touché encore de son extase en bas devant l'étalage. Mais on apportait le registre, et madame Aurélie revint vers Denise. Celle-ci ne faisait décidément pas une bonne impression. Elle était très propre, dans sa mince robe de laine noire. On ne s'arrêtait pas à cette pauvreté de la mise, car on fournissait l'uniforme, la robe de soie réglementaire. Seulement, elle paraissait bien chétive, et elle avait le visage triste. Sans exiger des filles belles, on les voulait agréables pour la vente. Et sous les regards de ces dames et de ces messieurs qui l'étudiaient, qui la pesaient comme une jument que des paysans marchandaient à la foire, Denise achevait de perdre contenance. « Votre nom ?» demanda la première, la plume à la main, prête à écrire sur le bout d'un comptoir. « Denise Baudu, madame. Votre âge ?»« 20 ans et 4 mois. » Et elle répéta, en se hasardant à lever les yeux sur Mouret, sur ce prétendu chef de rayon qu'elle rencontrait toujours et dont la présence la troublait. « Je n'en ai pas l'air, mais je suis très solide. » On sourit. Bourdoncle regardait ses ongles avec impatience. La phrase d'ailleurs tomba au milieu d'un silence décourageant. « Dans quelle maison avez-vous été à Paris ?» reprit la première. « Mais madame, j'arrive de Valognes. » Ce fut un nouveau désastre. D'ordinaire, le bonheur des dames exigeait de ces vendeuses un stage d'1 an dans une des petites maisons de Paris. Denise alors désespéra, et sans la pensée des enfants, elle serait partie pour mettre fin à cet interrogatoire inutile. « Où étiez-vous à Valognes ?»« Chez Cornaille. »« Je le connais, bonne maison, » laissa échapper Mouret. Jamais d'habitude il n'intervenait dans cet embauchage des employés, les chefs de rayon ayant la responsabilité de leur personnel. Mais avec son sens délicat de la femme, il sentait chez cette jeune fille un charme caché, une force de grâce et de tendresse ignorée d'elle-même. La bonne renommée de la maison de début était d'un grand poids. Souvent, elle décidait de l'acceptation. Madame Aurélie continua d'une voix plus douce. « Et pourquoi êtes-vous sortie de chez Cornaille ?»« Des raisons de famille, » répondit Denise, en rougissant. « Nous avons perdu nos parents. J'ai dû suivre mes frères. D'ailleurs, voici un certificat. » Il était excellent. Elle recommençait à espérer quand une dernière question la gêna. « Avez-vous d'autres références à Paris ? Où demeurez-vous ?»« Chez mon oncle, » murmura-t-elle, hésitant à le nommer, craignant qu'on ne voulût jamais de la nièce d'un concurrent. « Chez mon oncle Baudu, là, en face. » Du coup, Mouret intervint une seconde fois. « Comment ? Vous êtes la nièce de Baudu ? Est-ce que c'est Baudu qui vous envoie ?»« Oh, non, monsieur. » Elle ne put s'empêcher de rire, tant l'idée lui parut singulière. Ce fut une transfiguration. Elle était rose, et le sourire sur sa bouche un peu grande était comme un épanouissement du visage entier. Ses yeux gris prirent une flamme tendre, ses joues se creusèrent d'adorables fossettes, ses pâles cheveux eux-mêmes semblèrent voler dans la gaieté bonne et courageuse de tout son être.
Votre oncle a eu tort de ne pas vous amener. Sa recommandation suffisait. On prétend qu'il nous en veut. Nous sommes d'esprit plus large, et s'il ne peut occuper sa nièce dans sa maison, eh bien, nous lui montrerons que sa nièce n'a eu qu'à frapper chez nous pour être accueillie. Répétez-lui que je l'aime toujours beaucoup, qu'il doit s'en prendre non pas à moi, mais aux nouvelles conditions du commerce. Et dites-lui qu'il achèvera de se couler s'il s'entête dans un tas de vieilleries ridicules. Denise redevint toute blanche. C'était Mouret. Personne n'avait dit son nom, mais il se désignait lui-même. Et elle le devinait maintenant. Elle comprenait pourquoi ce jeune homme lui avait causé une telle émotion dans la rue, au rayon des soieries, et à présent encore. Cette émotion où elle ne pouvait lire pesait de plus en plus sur son cœur comme un poids trop lourd. Toutes les histoires contées par son oncle revenaient à sa mémoire, grandissant Mouret, l'entourant d'une légende, faisant de lui le maître de la terrible machine qui, depuis le matin, la tenait entre les dents de fer de ses engrenages. Et derrière sa jolie tête, à la barbe soignée, aux yeux couleur de vieil or, elle voyait la femme morte, cette madame Édouin, dont le sang avait scellé les pierres de la maison. Alors elle fut reprise du froid de la veille. Elle crut qu'elle avait simplement peur de lui. Madame Aurélie cependant fermait le registre. Il lui fallait une seule vendeuse, et il y avait déjà 10 demandes inscrites. Mais elle était trop désireuse d'être agréable au patron pour hésiter. La demande, toutefois, suivrait son cours. L'inspecteur Jouve irait au renseignement et ferait son rapport. « C'est bien, mademoiselle, dit-elle majestueusement pour réserver son autorité. On vous écrira. » L'embarras tint encore Denise immobile pendant un instant. Elle ne savait de quel pied sortir au milieu de tout ce monde. Enfin, elle remercia madame Aurélie, et lorsqu'elle dut passer devant Mouret et Bourdoncle, elle salua. Ceux-ci d'ailleurs, qui ne s'occupaient déjà plus d'elle, ne lui rendirent même pas son salut. Très attentif à examiner avec madame Frédéric le modèle du manteau à taille, Clara eut un geste vexé en regardant Marguerite comme pour prédire que la nouvelle vendeuse n'aurait pas beaucoup d'agrément au rayon. Sans doute Denise sentit derrière elle cette indifférence et cette rancune, car elle descendit l'escalier avec le même trouble qu'elle l'avait monté, en proie à une singulière angoisse, se demandant si elle devait se désespérer ou se réjouir d'être venue. Pouvait-elle compter sur la place ? Elle recommençait à en douter dans le malaise qui l'avait empêchée de comprendre nettement. De toutes ces sensations, deux persistaient et effaçaient peu à peu les autres, le coup porté en elle par Mouret, profond jusqu'à la peur, puis l'amabilité de Hutin, la seule joie de la matinée, un souvenir d'une douceur charmante qui l'emplissait de gratitude. Quand elle traversa le magasin pour sortir, elle chercha le jeune homme, heureuse à l'idée de le remercier encore des yeux, et elle fut triste de ne pas le voir. « Eh bien, mademoiselle, avez-vous réussi ?» lui demanda d'une voix émue, comme elle était enfin sur le trottoir. Elle se retourna. Elle reconnut le grand garçon blême et dégingandé qui lui avait adressé la parole le matin. Lui aussi sortait du bonheur des dames, et il paraissait plus effaré qu'elle, tout ahuri de l'interrogatoire qu'il venait de subir. « Mon Dieu, je n'en sais rien, monsieur, répondit-elle. « C'est comme moi, alors. Ils ont une manière de vous regarder et de vous parler là-dedans. Je suis pour les dentelles. Je sors de chez Crève-Cœur, rue du Mail. » Ils étaient de nouveau l'un devant l'autre, et ne sachant de quelle façon se quitter, ils se mirent à rougir. Puis le jeune homme, pour dire encore quelque chose dans l'excès de sa timidité, osa demander de son air gauche et bon « Comment vous nommez-vous, mademoiselle ?»« Denise Baudu. Moi, je me nomme Henri Deloche. » Maintenant, ils souriaient. Ils cédèrent à la fraternité de leur situation. Ils se tendirent la main. « Bonne chance. Oui, bonne chance. » Chaque samedi, de 4 à 6, Madame Desforges offrait une tasse de thé et des gâteaux aux personnes de son intimité, qui voulaient bien la venir voir. L'appartement se trouvait au 3e à l'encoignure des rues de Rivoli et d'Alger, et les fenêtres des 2 salons ouvraient sur le jardin des Tuileries. Justement, ce samedi-là, comme un domestique allait l'introduire dans un grand salon, Mouret aperçut de l'antichambre, par une porte restée ouverte, Madame Desforges qui traversait le petit salon. Elle s'était arrêtée en le voyant, et il entra par là, il la salua de cet air de cérémonie. Puis, quand le domestique eut refermé la porte, il saisit vivement la main de la jeune femme qu'il baisa avec tendresse.
« Prends garde, il y a du monde, dit-elle tout bas en désignant d'un signe la porte du grand salon. « Je suis allée chercher cet éventail pour le leur montrer. » Et du bout de l'éventail, elle lui donna gaiement un léger coup au visage. Elle était brune, un peu forte, avec de grands yeux jaloux, mais il avait gardé sa main. Il demanda « Viendra-t-il » ? « Sans doute, répondit-elle, j'ai sa promesse. » Tous deux parlaient du baron Hartmann, directeur du Crédit Immobilier. Madame Desforges, fille d'un conseiller d'État, était veuve d'un homme de bourse qui lui avait laissé une fortune, niée par les uns, exagérée par les autres. Du vivant même de celui-ci, disait-on, elle s'était montrée reconnaissante pour le baron Hartmann, dont les conseils de grands financiers profitaient au ménage. Et plus tard, après la mort du mari, la liaison devait avoir continué, mais toujours discrètement, sans une imprudence et sans éclat. Jamais Madame Desforges ne s'afficherait. On la recevait partout, dans la haute bourgeoisie où elle était née. Ayant rencontré Mouret chez des amis communs, elle l'avait détesté d'abord. Et puis elle s'était donnée, plus tard, comme emportée dans le brusque amour dont il l'attaquait. Et, depuis qu'il manœuvrait de manière à tenir par elle le baron, elle se prenait peu à peu d'une tendresse vraie et profonde. Elle l'adorait avec la violence d'une femme de 35 ans déjà, qui n'en avouait que 29, désespérée de le tenir plus jeune, tremblant de le perdre. « Est-il au courant ?» reprit-il. « Non, vous lui expliquerez vous-même l'affaire, répondit-elle, cessant de le tutoyer. Elle le regardait, elle songeait qu'il ne devait rien savoir, pour l'employer ainsi auprès du baron, en affectant de le considérer simplement comme un vieil ami à elle. Mais elle lui tenait toujours la main. Il l'appelait sa bonne Henriette, et elle sentit son cœur se fondre. Silencieusement, elle tendit les lèvres, les appuya sur les siennes, puis, à voix basse, « Chut, on m'attend, entre derrière moi. » Des voix légères venaient du grand salon, assourdies par les tentures. Elle poussa la porte, dont elle laissa les 2 battants ouverts, et elle remit l'éventail à une des 4 dames qui étaient assises au milieu de la pièce. « Tenez, le voilà, dit-elle. Je ne savais plus, jamais ma femme de chambre ne l'aurait trouvé. » En se tournant, elle ajouta de son air gai, « Entrez donc, monsieur Mouret, passez par le petit salon, ce sera moins solennel. » Mouret salua ces dames qu'il connaissait. Le salon, avec son meuble Louis XVI de brocatelle à bouquets, ses bronzes dorés, ses grandes plantes vertes, avait une intimité tendre de femme, malgré la hauteur du plafond. Et par les 2 fenêtres, on apercevait les marronniers des Tuileries, dont le vent d'octobre balayait les feuilles. « Mais il n'est pas vilain du tout, ce Chantilly !» s'exclama Madame Bourdelais, qui tenait l'éventail. C'était une petite blonde de 30 ans, le nez fin, les yeux vifs, une amie de pension d'Henriette, qui avait épousé un sous-chef du ministère des Finances. De vieille famille bourgeoise, elle menait son ménage et ses 3 enfants avec une activité, une bonne grâce, un flair exquis de la vie pratique. « As-tu payé le morceau 25 francs ?» reprit-elle en examinant chaque maille de la dentelle. « Hein, tu dis à Luc, chez une ouvrière du pays ?»« Non, non, ce n'est pas cher, mais il a fallu que tu le fisses monter. »« Sans doute, répondit Madame Desforges, la monture me coûte 200 francs. » Alors Madame Bourdelais se mit à rire. Si c'était là ce qu'Henriette appelait une occasion, 200 francs, une simple monture d'ivoire, avec un chiffre, et pour un bout de Chantilly, qui lui avait bien fait économiser 100 sous, on trouvait à 120 francs les mêmes éventails tout montés. Elle cita une maison rue Poissonnière. Cependant, l'éventail faisait le tour de ces dames. Madame Guibal lui accorda à peine un coup d'œil. Elle était grande et mince, de cheveux roux avec un visage noyé d'indifférence. Jamais on ne la voyait en compagnie de son mari, un avocat connu au palais qui, disait-on, menait de son côté la vie libre, tout à ses dossiers et à ses plaisirs. « Oh !» murmura-t-elle en passant l'éventail à Madame de Boves. « Je n'en ai pas acheté 2 dans ma vie, on vous en donne toujours de trop. » La comtesse répondit d'une voix finement ironique. « Vous êtes heureuse, ma chère, d'avoir un mari galant. » Et en se penchant vers sa fille, une grande personne de 20 ans et demi, « Regarde donc le chiffre, Blanche. Quel joli travail. C'est le chiffre qui a dû augmenter ainsi la monture. » Madame de Boves venait de dépasser la 40aine. C'était une femme superbe, que son mari, inspecteur général des haras, avait épousée pour sa beauté. Elle paraissait toute remuée par la délicatesse du chiffre, comme envahie d'un désir dont l'émotion pâlissait son regard. Et brusquement, « Donnez-nous donc votre avis, monsieur Mouret. Est-ce trop cher, 200 francs, cette monture ?» Mouret était resté debout, au milieu de 5 femmes, souriant.
s'intéressant à ce qui les intéressait. Il prit l'éventail, l'examina, et il allait se prononcer, lorsque le domestique ouvrit la porte en disant « Madame Marty !» Une femme maigre entra, laide, ravagée de petites vérolles, mise avec une élégance compliquée. Elle était sans âge, ses 35 ans en valaient 40 ou 30 selon la fièvre nerveuse qui l'animait. Un sac de cuir rouge qu'elle n'avait pas lâché pendait à sa main droite. « Chère madame, dit-elle à Henriette, vous m'excusez avec mon sac. Imaginez-vous, en venant vous voir, je suis entrée au bonheur, et comme j'ai encore fait des folies, je n'ai pas voulu laisser ceci en bas dans mon fiacre de peur d'être volée. » Mais elle venait d'apercevoir Mouret. Elle reprit en riant « Ah, monsieur, ce n'était point pour vous faire de la réclame, puisque j'ignorais que vous fussiez là. Vous avez vraiment en ce moment des dentelles extraordinaires. » Cela détourna l'attention de l'éventail que le jeune homme posa sur un guéridon. Maintenant, ces dames étaient prises du besoin curieux de voir ce que madame Marty avait acheté. On la connaissait pour sa rage de dépenses, sans force devant la tentation, d'une honnêteté stricte, incapable de céder à un amant, mais tout de suite lâche et la chair vaincue devant le moindre bout de chiffon. Fille d'un petit employé, elle ruinait aujourd'hui son mari, professeur de 5e au lycée Bonaparte, et elle n'ouvrait pas son sac, elle le serrait sur ses genoux. Parlait de sa fille Valentine, âgée de 14 ans, une de ses coquetteries les plus chères, car elle l'habillait comme elle, de toutes les nouveautés de la mode dont elle subissait l'irrésistible séduction. « Vous savez, expliqua-t-elle, on fait cet hiver aux jeunes filles des robes garnies d'une petite dentelle. Naturellement, quand j'ai vu une Valencienne très jolie, elle se décida enfin à ouvrir ce sac. Ces dames allongeaient le cou, lorsque dans le silence on entendit le timbre de l'antichambre. « C'est mon mari, balbutia madame Marty, pleine de trouble. Il doit venir me chercher en sortant de Bonaparte. » Vivement, elle avait refermé le sac, et elle le fit disparaître sous un fauteuil d'un mouvement instinctif. Toutes ces dames se mirent à rire. Alors elle rougit de sa précipitation. Elle le reprit sur ses genoux en disant que les hommes ne comprenaient jamais et qu'ils n'avaient pas besoin de savoir. « Monsieur de Bove, monsieur de Valognosc, » annonça le domestique. Ce fut un étonnement. Madame de Bove elle-même ne comptait pas sur son mari. Ce dernier, bel homme, portait les moustaches à l'impériale, de l'air militairement correct aimé des Tuileries, baisa la main de madame Desforges, qu'il avait connue jeune chez son père. Mais à peine la conversation reprenait-elle que 2 légers cris s'élevèrent. « Comment ? C'est toi, Paul ? Tiens, Octave !» Mouret et Vanagnosc se serraient les mains. À son tour, madame Desforges témoignait sa surprise. Ils se connaissaient donc ? Certes, ils avaient grandi côte à côte au collège de Plassans, et le hasard était qu'ils ne se fussent pas encore rencontrés chez elle. Cependant, les mains toujours liées, ils passèrent en plaisantant dans le petit salon au moment où le domestique apportait le thé, un service de Chine sur un plateau d'argent, qu'il posa près de madame Desforges au milieu du guéridon de marbre à légère galerie de cuivre. Ces dames se rapprochaient, causaient plus haut, toutes aux paroles sans fin qui se croisaient, pendant que M. de Bove, debout derrière elles, se penchait par instants, disait un mot avec sa galanterie de beau fonctionnaire. La vaste pièce, si tendre et si gaie d'ameublement, s'égayait encore de ses voix bavardes, coupées de rire. « Ah, ce vieux Paul !» répétait Mouret. Il s'était assis près de Valagnosc sur un canapé, seul, au fond du petit salon, un boudoir très coquet, tendu de soie boutons d'or, loin des oreilles et ne voyant plus eux-mêmes ces dames que par la porte grande ouverte. Ils ricanèrent, les yeux dans les yeux, en s'allongeant des tapes sur les genoux. Toute leur jeunesse s'éveillait. Le vieux collège de Plassans, avec ses 2 cours, ses études humides, et le réfectoire où l'on mangeait tant de morue, et le dortoir où les oreillers volaient de lit en lit dès que le pion ronflait. Paul, d'une ancienne famille parlementaire, petite noblesse ruinée, était un fort en thème, toujours premier, donné en continuel exemple par le professeur, qui lui prédisait le plus bel avenir, tandis qu'Octave, à la queue de la classe, pourrissait parmi les cancres heureux et gras, se dépensant au dehors en plaisirs violents. Malgré leurs différences de nature, une camaraderie étroite les avait pourtant rendus inséparables, jusqu'à leur baccalauréat dont ils s'étaient tirés l'un avec gloire, l'autre tout juste, de façon suffisante, avec 2 épreuves fâcheuses. Puis l'existence les avait emportés,
et il se retrouvait au bout de 10 ans déjà changé et vieilli. « Voyons, demanda Mouret, que deviens-tu ?»« Ce que je deviens, rien. » Valagnosc, dans la joie de leur rencontre, gardait son air las et désenchanté, et comme son ami étonné insistait en disant « Enfin, tu fais bien quelque chose. Que fais-tu ?»« Rien, répondit-il. Octave se mit à rire. Ce n'était pas assez. Phrase à phrase, il finit par obtenir l'histoire de Paul, l'histoire commune des garçons pauvres, qui croient devoir à leur naissance de rester dans les professions libérales et qui s'enterrent au fond d'une médiocrité vaniteuse, heureux encore quand ils ne crèvent pas la faim, avec des diplômes plein leur tiroir. Lui, il avait fait son droit par tradition de famille, puis il était demeuré à la charge de sa mère, veuve, qui ne savait déjà comment placer ses 2 filles. Une honte enfin l'avait pris, et laissant les 3 femmes vivre mal des débris de leur fortune, il était venu occuper une petite place au ministère de l'Intérieur, où il se sentait enfoui comme une taupe dans son trou. « Et qu'est-ce que tu gagnes ?» reprit Mouret. « 3000 francs. »« Mais c'est une pitié. »« Oh, mon pauvre vieux, ça me fait de la peine pour toi. »« Comment ? Un garçon si fort qui nous roulait tous, et il ne te donne que 3000 francs après t'avoir abruté pendant 5 ans déjà ? Non, ce n'est pas juste. » Il s'interrompit, il fit un retour sur lui-même. « Moi, je leur ai tiré ma révérence. Tu sais ce que je suis devenu. »« Oui, dit Valagnosc, on me l'a conté que tu étais dans le commerce, que tu as une grande maison de la place Gaillon, n'est-ce pas ? » ?»« C'est cela, calicot, mon vieux. » Mouret avait relevé la tête et il lui tapa de nouveau sur le genou. Il répéta avec la gaieté solide d'un gaillard sans honte pour le métier qui l'enrichissait. « Calicot, en plein. Ma foi, tu te rappelles, je ne mordais guère à leur machine, bien qu'au fond je ne me sois jamais jugé plus bête qu'un autre. Quand j'ai eu passé mon bachot pour contenter ma famille, j'aurais parfaitement pu devenir un avocat ou un médecin comme les camarades. Mais ces métiers-là m'ont fait peur. On voit tant de gens y tirer la langue. Alors, mon Dieu, j'ai jeté la peau de l'âne au vent, sans regret, et j'ai piqué une tête dans les affaires. » Valagnosc souriait d'un air d'embarras. Il finit par murmurer « Il est de fait que ton diplôme de bachelier ne doit pas te servir à grand-chose pour vendre de la toile. »« Ma foi, répondit Mouret joyeusement, tout ce que je demande, c'est qu'il ne me gêne pas. Voyons, je ne veux pas te faire de la peine, mais avoue que tes diplômes n'ont satisfait aucun de tes besoins. Sais-tu que mon chef de rayon à la soie touchera plus de 12 000 francs cette année ? Parfaitement, un garçon d'une intelligence très nette, qui s'en est tenu à l'orthographe et aux 4 règles. Les vendeurs ordinaires chez moi se font 3 ou 4 000 francs, plus que tu ne gagnes toi-même, et ils n'ont pas coûté tes frais d'instruction. Ils n'ont pas été lancés dans le monde avec la promesse signée de le conquérir. Sans doute, gagner de l'argent, ce n'est pas tout. Seulement, entre les pauvres diables frottés de science qui encombrent les professions libérales sans y manger à leur faim, et les garçons pratiques armés pour la vie, sachant à fond leur métier, ma foi, je n'hésite pas. Je suis pour ceux-ci contre ceux-là. Je trouve que les gaillards comprennent joliment leur époque. » Sa voix s'était échauffée. Henriette, qui servait le thé, avait tourné la tête. Quand il la vit sourire au fond du grand salon, et quand il aperçut 2 autres dames prêtant l'oreille, il s'égaya le premier de ces phrases. « Enfin, mon vieux, tout calicot qui débute est aujourd'hui dans la peau d'un millionnaire. » Valagnosc se renversait mollement sur le canapé. Il avait fermé les yeux à demi, dans une pose de fatigue et de dédain. « Bah, murmura-t-il, la vie ne vaut pas tant de peine. Rien n'est drôle. » Et Mouret, révolté, le regardait d'un air de surprise. Tout arrive et rien n'arrive. Autant rester les bras croisés. Alors il dit son pessimisme, les médiocrités et les avortements de l'existence. À un moment, il avait rêvé de littérature. « Voyons, qu'est-ce qui t'amuse, toi ?» finit-il par demander. Mouret en était arrivé à une stupeur d'indignation. Il cria « Comment ? Si je m'amuse ? Ah bah, ça, que chantes-tu ? Tu en es là, mon vieux. Mais sans doute je m'amuse. Et même lorsque les choses craquent, parce que... Alors, je suis furieux de les entendre craquer. Moi, je suis un passionné. Je ne prends pas la vie tranquillement. C'est ce qui m'intéresse peut-être. » Il jeta un coup d'œil vers le salon où il baissa la voix. « Oh, il y a des femmes qui m'ont bien embêté, ça je le confesse. Et puis, ce ne sont pas encore les femmes dont je me moque après tout. Vois-tu, c'est de vouloir et d'agir, c'est de créer, enfin.
Tu as une idée, tu te bats pour elle. Tu l'enfonces à coups de marteau dans la tête des gens. Tu la vois grandir et triompher. Ah oui, mon vieux, je m'amuse. Toute la joie de l'action, toute la gaieté de l'existence sonnait dans ses paroles. Il répéta qu'il était de son époque. Vraiment, il fallait être mal bâti d'avoir le cerveau et les membres attaqués pour se refuser à la besogne en un temps de si large travail lorsque le siècle entier se jetait à l'avenir. Et il raillait les désespérés, les dégoûtait les pessimistes, tous ces malades de nos sciences commerçantes qui prenaient des airs pleureurs de poètes ou des mines pincées de sceptiques au milieu de l'immense chantier contemporain. Un joli rôle, et propre et intelligent que de bâiller d'ennui devant les labeurs des autres. « C'est mon seul plaisir, de bâiller devant les autres, » dit Balagnosc en souriant de son air froid. Du coup, la passion de Mouret tomba, il redevint affectueux. « Oh, ce pauvre Paul, toujours le même. Toujours paradoxal, hein. Nous ne nous retrouvons pas pour nous quereller. Chacun a ses idées. Heureusement. Mais il faudra que je te montre ma machine en branle. Tu verras, ce n'est pas si bête. Allons, donne-moi des nouvelles. Ta mère et tes sœurs se portent bien, j'espère. Et n'as-tu pas dû te marier à Plassans il y a 6 mois ? Un mouvement brusque de Balagnosc l'arrêta. Et, comme celui-ci avait fouillé le salon d'un regard inquiet, il se tourna à son tour. Il remarqua que mademoiselle de Boves ne les quittait pas des yeux. Grande et forte, Blanche ressemblait à sa mère. Seulement chez elle, le masque s'empâtait déjà, les traits gros, soufflés d'une mauvaise graisse. Paul, sur une question discrète, répondit que rien n'était fait encore. Peut-être même rien ne se ferait. Il avait connu la jeune personne chez madame Desforges, où il était venu beaucoup l'autre hiver, mais où il ne repasserait que rarement, ce qui expliquait comment il avait pu ne pas s'y rencontrer avec Octave. À leur tour, les Boves le recevaient et il aimait toujours le père. « Alors, pourquoi ?» demanda simplement Mouret. « Mon Dieu, il faut bien en finir, dit Balagnosc avec un mouvement fatigué des paupières. Et puis, il y a des espérances. Nous attendons la mort prochaine d'une tante. » Cependant, Mouret ne quittait plus du regard monsieur de Boves, assis près de madame Guibal, empressé avec le rire tendre d'un homme en campagne, se retourna vers son ami, cligna des yeux d'un air tellement significatif que ce dernier ajouta « Non, non, pas celle-ci, pas encore du moins. Le malheur est que son service l'appelle aux 4 coins de la France, dans les dépôts d'Étalons, et qu'il a de la sorte de continuel prétexte pour disparaître. Le mois passé, tandis que sa femme le croyait à Perpignan, il vivait à l'hôtel en compagnie d'une maîtresse de piano au fond d'un quartier perdu. » Il y eut un silence. Puis, le jeune homme, qui surveillait à son tour les galanteries du comte auprès de madame Guibal, reprit tout bas. « Ma foi, tu as raison, d'autant plus que la chère dame n'est guère farouche à ce qu'on raconte. Il y a sur elle une histoire d'officier bien drôle. Mais regarde-le donc, il est comique à la magnétiser du coin de l'œil. La vieille France, mon cher. Moi, je l'adore cet homme-là, et il pourra bien dire que c'est pour lui si j'épouse sa fille. » Mouret riait, très amusé. Il questionna de nouveau Balagnosc, et quand il sut que la première idée d'un mariage entre lui et Blanche venait de madame Desforges, il trouva l'histoire meilleure encore. Cette bonne Henriette goûtait un plaisir de veuve à marier les gens, et Mouret, qui l'aimait en homme actif et pressé, habitué à chiffrer ses tendresses, oubliait alors tout calcul de séduction et se sentait pour elle une amitié de camarade. Justement, à la porte du petit salon, suivi d'un vieillard âgé d'environ 60 ans, dont les 2 amis n'avaient pas remarqué l'entrée. Ces dames prenaient par moments des voix aiguës, que le léger tintement des cuillères dans les tasses de Chine accompagnait. Et on entendait de temps à autre, au milieu d'un court silence, le bruit d'une soucoupe trop vivement reposée sur le marbre du guéridon. Un brusque rayon du soleil couchant, qui venait de paraître au bord d'un grand nuage, dorait les cimes des marronniers du jardin, entré par les fenêtres en une poussière d'or rouge, dont l'incendie allumait la brocatelle et les cuivres des meubles. « Par ici, mon cher baron, disait madame Desforges, je vous présente monsieur Octave Mouret, qui a le plus vif désir de vous témoigner sa grande admiration. » Et, se tournant vers Octave, elle ajouta « Monsieur le baron Hartmann. » Un sourire pinçait finement les lèvres du vieillard. C'était un homme petit et vigoureux, à grosse tête alsacienne, et dont la face épaisse s'éclairait d'une flamme d'intelligence, au moindre pli de sa bouche, au plus léger clignement des paupières. Depuis 15 jours, il résistait au désir d'Henriette, qui lui demandait cette entrevue. Non pas qu'il éprouvât une jalousie exagérée, résigné en homme d'esprit à son rôle de père,
mais parce que c'était le troisième ami dont Henriette lui faisait faire la connaissance, et qu'à la longue, il craignait un peu le ridicule. Aussi, en abordant Octave, avait-il le rire discret d'un protecteur riche qui, s'il veut bien se montrer charmant, ne consent pas à être dupe. « Oh, monsieur, disait Mouret avec un enthousiasme de Provençal, la dernière opération du crédit immobilier a été si étonnante. Vous ne sauriez croire combien je suis heureux et fier de vous serrer la main. »« Trop aimable, monsieur, trop aimable, » répétait le baron, toujours souriant. Henriette les regardait de ses yeux clairs dans un embarras. Elle restait entre les deux, levait sa tête, allait de l'un à l'autre, et dans sa robe de dentelle qui découvrait ses poignets et son cou délicat, elle avait un air ravi à les voir si bien d'accord. « Messieurs, finit-elle par dire, je vous laisse causer. » Puis, se tournant vers Paul, qui s'était mis debout, elle ajouta « Voulez-vous une tasse de thé, monsieur de Valagnosc ?»« Volontiers, madame. » Et tous deux rentrèrent dans le salon. Lorsque Mouret eut repris sa place sur le canapé près du baron Hartmann, il se répandit en nouveaux éloges à propos des opérations du crédit immobilier. Puis, il attaqua le sujet qui lui tenait au cœur. Il parla de la nouvelle voie, du prolongement de la rue Réaumur, dont on allait ouvrir une section sous le nom de rue du 10 décembre, entre la place de la Bourse et la place de l'Opéra. L'utilité publique était déclarée depuis 18 mois. Le jury d'expropriation venait d'être nommé. Tout le quartier se passionnait pour cette trouée énorme, s'inquiétant de l'époque des travaux, s'intéressant aux maisons condamnées. Il y avait près de 3 ans que Mouret attendait ces travaux, d'abord dans la prévision d'un mouvement plus actif des affaires, ensuite avec des ambitions d'agrandissement qu'il n'osait avouer tout haut, tant son rêve s'élargissait. Comme la rue du 10 décembre devait couper la rue de Choiseul et la rue de la Michaudière, il voyait le bonheur des dames envahir tout le pâté, entouré par ces rues, et la rue Neuve-Saint-Augustin, il l'imaginait déjà avec une façade de palais sur la voie nouvelle, dominateur, maître de la ville conquise. Et de là était né son désir vif de connaître le baron Hartmann lorsqu'il avait appris que le crédit immobilier, par un traité passé avec l'administration, prenait l'engagement de percer et d'établir la rue du 10 décembre à la condition qu'on lui abandonnerait la propriété des terrains en bordure. « Vraiment, répétait-il en tâchant de montrer un air naïf, vous leur livrerez la rue toute faite, avec les égouts, les trottoirs, les becs de gaz, et les terrains en bordure suffiront pour vous indemniser ? Oh, c'est curieux, très curieux. » Enfin, il arriva au point délicat, et il avait su que le crédit immobilier faisait secrètement acheter les maisons du pâté où se trouvait le bonheur des dames, non seulement celles qui devaient tomber sous la pioche des démolisseurs, mais encore les autres, celles qui allaient rester debout. Et il flairait là le projet de quelque établissement futur. Il était très inquiet pour les agrandissements dont il élargissait le rêve. Pris de peur à l'idée de se heurter un jour contre une société puissante, propriétaire d'immeubles qu'elle ne lâcherait certainement pas. C'était même cette peur qui l'avait décidé à mettre au plus tôt un lien entre le baron et lui, un lien aimable d'une femme si étroit entre les hommes de nature galante. Sans doute il aurait pu voir le financier dans son cabinet pour causer à l'aise de la grosse affaire qu'il voulait lui proposer. Mais il se sentait plus fort chez Henriette. Il savait combien la possession commune d'une maîtresse rapproche et attendrit. Être tous les deux chez elle dans son parfum aimé, la voir là, prête à les convaincre d'un sourire, lui semblait d'une certitude de succès. « N'avez-vous pas acheté l'ancien hôtel du Villard ? Cette vieille bâtisse qui me touche ?» finit-il par demander brusquement. Le baron Hartmann eut une courte hésitation, puis il nia. Mais, le regardant en face, Mouret se mit à rire, et il joua dès lors le rôle d'un bon jeune homme, le cœur sur la main, rond en affaires. « Tenez, monsieur le baron, puisque j'ai l'honneur et inespéré de vous rencontrer, il faut que je me confesse. Oh, je ne vous demande pas vos secrets, seulement je vais vous confier les miens, persuadé que je ne saurais les placer en des mains plus sages. D'ailleurs, j'ai besoin de vos conseils. Il y a longtemps que je n'osais vous aller voir. » Il se confessa, en effet. Il raconta ses débuts. Il ne cacha même pas la crise financière qu'il traversait au milieu de son triomphe. Tout défila, les agrandissements successifs, les gains remis continuellement dans l'affaire, les sommes apportées par ses employés, la maison risquant son existence à chaque mise en vente nouvelle où le capital entier était joué comme sur un coup de carte. Pourtant, ce n'était pas de l'argent qu'il demandait, car il avait en sa clientèle une foi de fanatique.
Son ambition devenait plus haute. Il proposait au baron une association dans laquelle le crédit immobilier apporterait le palais colossal qu'il voyait en rêve, tandis que lui, pour sa part, donnerait son génie et le fonds de commerce déjà créé. On estimerait les apports, rien ne lui paraissait d'une réalisation plus facile. « Qu'allez-vous faire de vos terrains et de vos immeubles » demandait-il avec insistance. « Vous avez une idée sans doute. Mais je suis bien certain que votre idée ne vaut pas la mienne. Songez à cela. Nous bâtissons sur les terrains une galerie de vente. Nous démolissons ou nous aménageons les immeubles et nous ouvrons les magasins les plus vastes de Paris. Un bazar qui fera des millions. » Et il laissa échapper ce cri du cœur. « Oh, si je pouvais me passer de vous. Mais vous tenez tout, maintenant. Et puis, je n'aurai jamais les avances nécessaires. Voyons, il faut nous entendre, ce serait un meurtre. » « Comment vous y allez, cher monsieur ?» se contenta de répondre le baron Hartmann. « Quelle imagination !» Il hochait la tête, il continuait de sourire, décidé à ne pas rendre confidence pour confidence. Le projet du crédit immobilier était de créer sur la rue du 10 décembre une concurrence au Grand Hôtel, un établissement luxueux dont la situation centrale attirerait les étrangers. D'ailleurs, comme l'hôtel devait occuper seulement les terrains en bordure, le baron aurait pu quand même accueillir l'idée de Mouret, traité pour le reste du pâté de maison, d'une superficie très vaste encore. Mais il y avait déjà commandité 2 amis d'Henriette. Il se lassait un peu de son faste de protecteur complaisant. Puis, malgré sa passion de l'activité, qui lui faisait ouvrir sa bourse à tous les garçons d'intelligence et de courage, le coup de génie commercial de Mouret l'étonnait plus qu'il ne le séduisait. N'était-ce pas une opération fantaisiste et imprudente, ce magasin gigantesque? Ne risquait-on pas une catastrophe certaine à vouloir élargir ainsi hors de toute mesure le commerce des nouveautés? Enfin, il ne croyait pas, il refusait. « Sans doute l'idée peut séduire, disait-il, seulement elle est d'un poète. Où prendriez-vous la clientèle pour remplir une pareille cathédrale ?» Mouret le regarda un moment en silence, comme stupéfait de son refus. Était-ce possible? Un homme d'un tel flair, qui sentait l'argent à toutes les profondeurs, et tout d'un coup, il eut un geste de grande éloquence. Il montra ses dames dans le salon en criant « Mais la clientèle, mais la voilà !» La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.